Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième épisode de cette série de webinaires dédiés à l'observation des îles, des côtes et des océans. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, de vous voir très nombreux, de très très nombreuses inscriptions aujourd'hui qui viennent prioritairement de l'océan Indien, mais aussi de plein de différentes zones géographiques un peu partout sur la planète. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse, le sujet est quelque chose qui excite un peu les, voilà, et on est au stade de nombreuses réflexions un peu partout sur la planète pour lancer des observatoires durables, des observatoires utiles, utiles non seulement à bancariser de la donnée, utiles aussi pour les transformer en information et utiles pour que ça puisse servir à la gestion et au bon choix pour promouvoir des choix stratégiques en termes de conservation, de préservation de la nature, des paysages et de la biodiversité à destination des décideurs aussi, qui sont des gens très importants à pouvoir contacter et sensibiliser à travers des données robustes. Donc aujourd'hui, on est toujours effectivement dans ce même cycle avec le Conservatoire du littoral dans le cadre de la démarche ICO, mais surtout dans le cadre d'un partenariat renforcé avec nos amis et collègues du projet RECOS sur la résilience des zones côtières, dans le cadre de la COI, soutenu toujours par la l'AFD et le FEFEM, si toujours il y a ce type de projet. Euh, je passe très vite puisque vous êtes nombreux maintenant à connaître comment ça marche. Nous vous proposons de poser vos questions. Aujourd'hui, ce sera Elisa qui est derrière la boîte à questions, qui les recevra, qui va les synthétiser quand plusieurs sont sur le même thème et qui va les retransférer lors des deux sessions d'échange de questions que nous aurons avec les trois invités du jour. Pour la traduction, vous allez voir sur le petit globe en bas, et Bellarmin se charge de faire la traduction et quand j'y pense, ben, je vais parler un peu moins vite pour lui faciliter le travail. Pour les speakers, bien, effectivement, merci beaucoup de couper vos micros et vos caméras lorsque vous n'êtes pas à l'image. Et tout ça sera enregistré et à disposition sur les différents supports, plateformes qui sont mises en œuvre et pilotées dans le cadre de ICO, mais aussi de RECOS. Très très vite, puisque l'important c'est vraiment ce que vont nous dire et nous enseigner trois invités du jour. On est ici toujours dans le cadre de ICO Solutions, une démarche lancée avec de nombreux partenaires, des chercheurs, des scientifiques, des ONG, des institutions publiques, nationales ou régionales, mais aussi des réseaux d'entreprises, puisque c'est ça aussi l'idée, c'est de réfléchir ensemble à des solutions positives pour mieux préserver les îles, les côtes et les océans. Le Conservatoire du littoral, l'organisme pour lequel je travaille en tant que directeur de la coopération internationale, est un organisme public français qui achète des terrains en France, uniquement en France, mais dans sa diversité, que ce soit à travers l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins. Et nous sommes aujourd'hui propriétaires de près de 14% du linéaire côtier français qui sera définitivement protégé, ouvert au public et géré par des partenaires, c'est-à-dire des collectivités locales ou des ONG. Je laisse la parole à nos partenaires du projet RECOS pour nous en dire un peu plus sur le projet, mais aussi dans quel cadre il se déroule au sein de la commission de l'océan Indien. Elisa, je t'en Oui, prie. oui, bonjour à tous. Alors du coup, la Commission de l'océan Indien est une institution intergouvernementale qui regroupe 5 États membres. Donc il y a la République de Maurice, la République des Seychelles, l'Union des Comores, Madagascar et la France au titre de la Réunion. Et donc c'est la seule organisation régionale d'Afrique exclusivement composée d'îles. Et du coup, elle agit vraiment dans plusieurs domaines, dans le cadre de plusieurs projets, donc allant de la sécurité maritime à la culture et notamment du coup à la préservation de l'environnement. Donc c'est le cadre du projet RICOS, donc qui signifie Résilience des écosystèmes côtiers du sud-ouest de l'océan Indien. Donc voilà, qui est un projet qui est financé par l'AFD et le FFM et qui vise vraiment à renforcer la résilience des populations côtières et des écosystèmes côtiers dans cette partie du globe. Voilà.
Merci beaucoup, Elisa. Elisa, que vous allez retrouver dans la boîte à questions, c'est-à-dire que toutes les questions que vous allez écrire sur le petit icône Q&A ou Q&A en fonction de la nationalité de vos applications. C'est Elisa qui va les lire, les analyser et les synthétiser. Pardon. Donc, comme je vous le disais, le premier épisode du 6 juin était sur une approche généraliste et vous pouvez le retrouver sur les plateformes ICO si vous voulez le revoir en français ou en anglais. Celui de la semaine dernière, du 10 juin, était vraiment focus sur les problématiques d'érosion, de recul du trait de côte et de suivi des impacts du changement climatique sur nos côtes. Aujourd'hui, nous allons travailler spécifiquement sur les problématiques de gestion de la biodiversité, comment on intègre des données, comment on transforme ces données, comment on analyse ces données, comment on bancarise ces données, comment on valorise, capitalise, enfin, en tout cas tous ces sujets que nous allons voir grâce à nos trois invités aujourd'hui. Et la semaine prochaine, pour le dernier épisode, nous serons sur les sujets de l'analyse et la gestion des données socio-économiques. Très rapidement, pour mettre en avant nos deux partenaires qui ont vraiment beaucoup travaillé à l'organisation de ce webinaire, Anne et Elisa. Elisa, à la boîte à questions, Anne aujourd'hui qui gère tout le back-office, je les remercie. Nous sommes ravis de ce partenariat dans le cadre du projet RECOS. Et je remercie à nouveau Bellarmin pour la traduction, son interprétariat en direct en français vers l'anglais et en anglais vers le français. Aujourd'hui, nous allons avoir deux études de cas qui nous seront présentées par Gwenaëlle et Christelle. Et en introduction, on va retrouver Gérard Camora qui va nous expliquer les différentes approches pour suivre la biodiversité, notamment plus spécifiquement la biodiversité insulaire. Et donc, nous allons avoir Gérard. Ensuite, Christelle Béranger sur l'Observatoire martiniquais de la biodiversité. Une session de questions et de réponses de la part de nos deux premiers intervenants. Une nouvelle intervention de la part de Gwenaëlle de la Ruelle. Puis la dernière session de questions et de réponses. Comme je vous le disais, mais maintenant vous pourrez mettre un visage sur leur nom, Gérard Rocamora, Christelle Béranger, Gwenaëlle de la Ruelle. Et je vais laisser tout de suite se présenter à Gérard en 1000 minutes. Bonjour Gérard, merci de nous dire qui vous êtes et dans quel cadre vous intervenez aujourd'hui. Bonjour à tous. Eh bien, je suis le directeur scientifique de la Island Biodiversity and Conservation Center, donc Centre pour la biodiversité et la conservation des îles, à l'Université des Seychelles. En fait, c'est une ONG. On est une demi-douzaine de scientifiques locaux qui avons créé ce centre et nous y avons associé une douzaine de membres associés qui, eux, sont en dehors des Seychelles, mais qui viennent chaque année pour différents programmes. Merci Alors, beaucoup Gérard. voilà, si ça suffit, Oui, c'est c'est super. Vous allez voilà, pouvoir développer plus tard à travers l'exemple très que vous bien. allez nous présenter tout de suite en premier en introduction. Je passe la parole tout de suite à Christelle Béranger. Bonjour Christelle, merci. D'où nous contactez-vous et qui êtes-vous? Alors bonjour à tous, donc Christelle Béranger, je suis responsable du service valorisation de la biodiversité et des espaces naturels au sein du parc naturel régional de la Martinique, et donc une structure qui rassemble plusieurs collectivités de l'île de la Martinique et qui travaille à l'étude et la valorisation du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Et au sein du service que je manage, donc on a une mission sur l'Observatoire martiniquais de la biodiversité qui sera le sujet d'aujourd'hui, également une mission sur les atlas de la biodiversité communale et on a différents projets d'études et de valorisation de la biodiversité. Merci beaucoup. Effectivement, beaucoup d'expérience, beaucoup de retours d'expérience à partager. On est ravi que vous ayez pu vous connecter à notre webinaire du jour. Et pour finir, Gwenaëlle. Gwenaëlle, bonjour. Je me permets de te tutoyer, on se connaît un peu. Gwenaëlle, dis-nous qui es-tu?
Bonjour à tous, donc Gonelle de Ruel, je suis chargée de projet en environnement marin au sein de l'association L'Œil d'Andromède et également au sein de la société Andromède Océanologie. Donc ce sont des structures qui s'occupent de tout type d'études en lien avec la mer, que ce soit la mise en place et le suivi de réseaux de surveillance d'écosystèmes, principalement en Méditerranée, mais également la création d'expéditions, de restauration écologique. Et aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de la gestion de l'animation d'une plateforme de surveillance des eaux côtières des écosystèmes de Méditerranée qui s'appelle Metrix. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Effectivement, là, on a trois exemples pour illustrer les îles avec Gérard, les côtes et l'aspect terrestre plutôt en priorité avec Christelle et Gwenaëlle qui nous fera plutôt des aspects et qui illustrera plutôt des exemples de sujets marins. Je vais tout de suite passer la parole à Gérard Rocamora qui va nous faire un retour sur son expérience sur la gestion des îles. Voilà. L'exploit du jour, ce sera de savoir faire ces retours d'expérience, grande expérience, en une dizaine de minutes. Gérard, je vous laisse Ouais. la parole. Merci à vous. Alors, merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser car il y a quelques diapositives que je ne vais pas commenter. On n'a pas, enfin, il y a eu beaucoup de versions qui ont circulé et je ne voudrais pas dépasser trop mon temps de parole. Alors, comme je vous le disais, Island Biodiversity Conservation Center, c'est une ONG, donc ça a des avantages parce qu'on a toute liberté de manœuvre par rapport à l'université, mais évidemment, c'est à nous de fournir tous les financements quand on veut faire des études, des travaux divers et de la recherche aussi sur la biodiversité en général, sur les espèces envahissantes, etc. C'était un petit peu pour souligner cette difficulté et aussi sur le fait que dans les pays en voie de développement, eh bien, bien souvent, on n'a pas vraiment un État fort derrière qui va attribuer, sauf peut-être pour les espèces vraiment les plus rares, les plus en danger, des fonds pour suivre, disons, la biodiversité en général. Et il faut profiter tout simplement des opportunités. Donc, je pense qu'il faudrait passer à la diapositive suivante. Euh, alors, on fait une des choses que l'on fait, parce qu'on fait pas mal de choses, on décrit des espèces nouvelles aussi. Mon collègue botaniste Bruno Santerre, euh, de flore, mais on travaille pas mal sur la restauration des îles. Pourquoi? Pour sauver des espèces en voie d'extinction et recréer des sanctuaires de biodiversité semblables à ceux qui existaient avant que l'homme arrive. Pourquoi les petites îles? Eh bien, tout d'abord parce que ce sont des endroits où des espèces très très rares euh, se sont réfugiées et se sont sauvées en quelque sorte donc de l'extinction. Par exemple, cette pie chanteuse que vous voyez ici, il n'avait qu'une douzaine d'individus sur l'île Frégate dans les années 80. Donc, on a essayé de travailler sur ces îles pour arriver à créer ce type de refuge exempt de prédateurs introduits. Deuxièmement, parce que dans ces îles où il n'y a pas de rats, pas de chats, eh bien, on a une faune marine abondante avec des effectifs d'importance internationale, soit d'oiseaux marins, des colonies d'oiseaux marins, ou bien des tortues marines qui viennent y pondre. Finalement, grâce à leur petite taille, eh bien, on peut modifier les écosystèmes, on peut euh, éliminer des espèces envahissantes de plantes, replanter les espèces natives, et c'est ça qui est vraiment un grand atout. Diapo suivante. Alors, diapositive suivante. Alors, je ne commenterai pas cela parce que ça nous emmènerait un petit peu trop loin, mais c'est simplement, donc diapo suivante, pour insister sur l'importance des îles dans le monde, puisqu'elles recueillent 20% de la biodiversité du monde et elles ne représentent que 5% de la superficie totale. Et les espèces envahissantes, vous voyez ici les rats, eh bien ça c'est vraiment euh, euh, une des espèces qui ont produit le plus d'impact négatif sur la biodiversité, responsable de 86% environ des extinctions de, d'espèces dans le monde, les trois quarts donc, des extinctions ont eu lieu dans des îles. Alors, dans l'océan Indien, on a conduit 60 éradications de rongeurs et de chats. Aux Seychelles, on a fait ça dans une dizaine d'îles, donc au total peut-être une quinzaine d'éradications. Et on a beaucoup de références qui expliquent l'impact terrible
de ces rats et aussi des chats sur la faune ou les faunes locales aux Seychelles et dans le monde. Diapo suivante. On a des densités d'ailleurs énormes, du style de 100 rats par hectare, puisqu'on n'a pas de prédateurs naturellement ici et il fait euh, chaud et humide toute l'année. Donc ça devient vite un problème, y compris pour l'économie euh, ou le tourisme. Alors, on a également, si on peut revenir en arrière, on a également euh, des translocations d'espèces. Alors, ce qu'on fait, c'est que on prend des espèces qui n'ont aucun autre endroit où aller, et une fois qu'on a enlevé les rats et les chats de différentes îles, eh bien, on va les transférer. Comme vous voyez ici sur cette diapositive, l'oiseau lunette des Seychelles est une espèce, donc on l'a sauvée de l'extinction. Elle était en danger critique, maintenant elle est vulnérable. Malheureusement, en 2017, les rats ont envahi la seule population mère viable qu'on avait et l'ont complètement détruite. Grand merci, comme nous disons ici dans l'océan Indien. Heureusement, eh bien, nous avons pu euh, réaliser des transferts grâce aux populations filles et donc on a pu faire remonter cette espèce. Diapo suivante. Donc, quelles sont les données qu'on recueille? Disons, et avant de recueillir des données, quels sont les principaux défis? Eh bien, tout d'abord, c'est l'accès, le transport, le coût de tout cela, de l'hébergement, des logistiques, des bateaux qui vont nous aider, des téléphones satellitaires. Tout cela coûte très très cher. Assurance pour rapatriation en cas d'accident, ça arrive. Euh, et alors, au-delà de ça, donc déjà, il faut y parvenir, mais il y a également le fait que bien souvent, on a seulement une seule année de données pré-éradication ou pré-restauration. Et ça, c'est une grosse limitation. Diapo suivante. Alors, ça, c'est simplement pour dire que quand on fait des translocations d'espèces, eh bien, on a énormément d'études qu'on doit faire pour évaluer la convenance de l'habitat, le fait qu'on ait suffisamment de nourriture, suffisamment de graines, de fruits, d'invertébrés pour accueillir les espèces qu'on a l'intention de transférer. Et également, on doit regarder les aspects de santé, par exemple. Diapo suivante. Alors, pour la végétation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, on prend des échantillons, une quarantaine d'échantillons dans les forêts, des îles où on va introduire, par exemple, notre oiseau lunette, on a vu tout à l'heure, et on va mesurer la structure de la végétation. On va regarder dans chaque strate quelle est l'abondance de chaque espèce de plante. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va regarder pour les espèces de plantes qui sont les plus dominantes, on va mesurer l'abondance des invertébrés. Diapo suivante. Alors, pour les points de végétation, sans rentrer dans le détail, mais ce sont chaque point de végétation est divisé en 25 sous-points. Et avec la perche que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, dans un rayon d'1 mètre autour de cette perche, on va estimer l'abondance de chaque espèce. On va noter ça de 0 à 4. Et tout ça va nous permettre de calculer un indice de volume foliaire. Et avec ça, et avec la richesse en invertébrés, diapo suivante, on va pouvoir avec des modèles, donc définir, c'était prédire la densité de l'espèce qu'on veut transférer. Donc, capacité de charge, si vous voulez. Mais très important, avant de faire ça, il faut avoir déterminé euh, qu'est-ce qu'elle préfère, cette espèce. C'est pas parce que vous voyez une espèce toujours sur la même plante qu'elle va forcément préférer ça. Non, peut-être parce qu'elle a que ça. Donc on va travailler sur la sélectivité, sur la préférence, c'est ce qui est indiqué ici dans ces graphiques, pour les strates ou bien pour les espèces. Diapo suivante. On a d'autres méthodes également donc, qu'on applique pour le suivi des oiseaux marins, recensement avec des plots circulaires, pour les oiseaux terrestres et les reptiles avec des points de comptage, type distance sampling. Pour les invertébrés, eh bien, ce sont des pièges fausses ou des comptages sur feuilles. On a déjà parlé de la végétation, mais on ne peut pas toujours faire ça. Pour établir un baseline, donc un état de base, un état initial. Alors parfois, on doit se contacter d'observations empiriques des uns et des autres pour savoir si telle ou telle espèce a plutôt augmenté, plutôt diminué, et voir si on a des informations concordantes de la part de différents observateurs. C'est déjà quelque chose. Diapo suivante. Alors, par exemple, ici, pour l'oiseau lunette des Seychelles, donc c'est une espèce très, très menacée. Donc là, vraiment, on a suivi chaque année, et ça, c'est le travail de thèse d'une de mes anciennes étudiantes, Elvina Henriette.
avec la population de frégates, donc vous voyez, elle a augmenté assez rapidement et régulièrement. On a vérifié aussi que le sexe ratio s'équilibrait, ce qui a été le cas au bout de quelques années, que la mortalité diminuait, enfin en tout cas était acceptable. Voilà, diapo suivante. Donc, ce sont le genre de choses qu'on mesure. Alors, celle-là, je vais pas m'y attarder. C'est juste pour montrer que quand on enlève des espèces dans l'écosystème ou quand on en rajoute, eh bien, il y a des changements qui se font. Donc, c'est une diapositive dans la thèse d'un de mes anciens étudiants et que vous pourrez retrouver sur notre livre Invasive Species in Seychelles qui sera bientôt en ligne complètement. Là, il y a seulement quelques chapitres. Alors, comment va réagir l'écosystème en entier à ces transformations? Diapo suivante. Eh bien, pour les oiseaux marins, c'est la plupart du temps, c'est une augmentation très nette. Vous voyez un cas ici sur l'île d'Aros, par exemple, une augmentation forte. Diapo suivante. Mais attention, dans certains cas, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il n'y a pas de colonie d'oiseaux marins à proximité et ça peut prendre 20, 30 ans avant que les oiseaux marins décident de s'y installer. Alors, on essaie de les attirer. Pour les reptiles, on a une augmentation, mais notez qu'il y a eu une diminution après l'éradication des rats ici. Pourquoi? Eh bien, probablement parce qu'il y a eu un empoisonnement indirect qui s'est fait, puisque ces reptiles, les lézards, consomment des insectes qui eux-mêmes peuvent consommer le poison pour les rats. Alors, eux, ça leur fait rien, ils n'ont pas de sang, puisque c'est des anticoagulants, donc ça ne va rien leur faire, mais par contre, ça peut avoir affecté les reptiles. Diapo suivante. D'une façon générale, euh, tous les oiseaux marins, toutes les îles où il y avait des oiseaux marins ont vu leur population augmenter. Et on a même eu de nombreux cas de recolonisation par certaines espèces qui avaient disparu. Pour les oiseaux terrestres, eh bien c'est pareil. La plupart du temps, ces animaux augmentent en effectif. Et, et pour les reptiles, eh bien, soit ils augmentent, soit ils restent stables. C'était le cas des geckos. Et pour les gros invertébrés, escargots, scarabées, crabes, etc., la plupart du temps également, ça augmente ou ça reste stable. Diapo suivant. Alors, finalement, euh, je l'ai oublié dans la végétation, alors regardez ce qui arrive quand on enlève les rats dans une île. Eh bien, vous voyez, vous avez des forêts comme celle-ci, vous voyez par rapport à ma taille, qui apparaissent. C'est une forêt qui a 7 ans. 7 ans, les arbres sont plus de 10 mètres. Et qu'est-ce qu'on avait il y a 7 ans? Eh bien, des petites plantules comme ça, mais les rats les mangeaient toutes. C'est la raison pour laquelle vous avez une forêt qui est apparue. Diapo suivante. Et on a observé ça dans différentes îles. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? Eh bien, on va tout d'abord les mettre dans des bases de données de type Access, c'est ce qui se passe pour les végétations, les reptiles, etc. Et ensuite, un collègue, Bruno Santerre, du IBC, lui a créé, si vous voulez, une base de données interactive qui s'appelle Bio, auquel tout le monde contribue, les ONG, les pouvoirs publics, les individus. Ça peut être des observations qui sont mises dans eNaturalist, dans eBird, euh, et tout ce dont je vous ai parlé. Et tout ça, donc diapo suivante, va être mis en relation avec le GBIF, donc Global Biodiversity Information Facility. Tout le monde verra nos métadonnées et ils vont nous poser des questions, nous proposer des collaborations si ça les intéresse. Et puis nous, en interne, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a des sections qui permettent de voir, de questionner, parce que c'est une base de données interactive, on peut questionner où se trouve telle espèce, par exemple, aux Seychelles. Et vous avez une carte qui apparaît. Dans une autre section, vous pouvez avoir les photos de plantes, comme ici la cannelle, et là c'est la distribution de la cannelle aussi, etc. Et finalement, pour terminer, donc, comment on va valoriser, diapo suivante, comment on va valoriser toutes ces données? Alors là, je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Diapo suivante, les oiseaux marins, est-ce qu'on fait... Voilà, donc comment on va valoriser toutes ces données? Eh bien, surtout euh, en faisant la promotion de la restauration des îles, en montrant les cas où la biodiversité a vraiment gagné énormément. Donc, on fait ça à travers des posters, dans des colloques, dans des ateliers, à travers notre livre Invasive Species in Seychelles,
chapitre 6, ce que je viens de vous montrer, tout ça est dans le chapitre. C'est un livre qui est publié par le Muséum d'histoire naturelle, Biotope Édition. Il est en anglais, mais en France, et vous pourrez le télécharger prochainement en entier, ou bien dans des conférences internationales du type Island Invasives, où on fait des synthèses aussi. La dernière que j'ai faite, c'était en 2017. Voilà. Et la dernière diapositive, donc, c'est évidemment les publications scientifiques. Donc, diapo suivante, les c'est les publications scientifiques qui sont faites donc, soit au niveau des Seychelles, il y en avait une dans la diapo précédente, ou alors au niveau régional ou au niveau mondial. Et là, nous contribuons nos données pour illustrer les gains en termes de biodiversité qui sont observés dans toutes ces îles où on conduit des opérations de restauration en général. Voilà. Merci beaucoup Gérard pour cette introduction généreuse sur la gestion des petites îles face notamment aux espèces exotiques envahissantes. On sera preneur du lien pour télécharger l'ouvrage dont vous nous parlez, qu'on pourra mettre en ressources voilà, de ce webinaire. Merci. On passera aux questions une fois que la prochaine présentation de Christelle sera faite, et on reviendra vers vous deux à la fin de la présentation de Christelle. Donc, n'hésitez pas à commencer à écrire vos questions d'ores et déjà dans la boîte à questions pour des questions vis-à-vis de la présentation de Gérard, et puis petit à petit aussi par rapport à la présentation de Christelle. Christelle, merci beaucoup. Je te laisse commencer, je te laisse la main à toi. Très bien. Merci Fabrice. Donc, l'objectif de mon intervention est de vous présenter l'Observatoire martiniquais de la biodiversité, également de développer des outils de bancarisation et de diffusion de données, et de vous évoquer des préalables, des conseils pour la mise en place d'un observatoire de biodiversité. Donc, l'Observatoire martiniquais de la biodiversité, donc, dont le sigle est OMB, est un dispositif multi-partenarial qui est animé par le Parc naturel régional de la Martinique et qui est composé de 46 membres. On y retrouve des collectivités, des organisations scientifiques, des services déconcentrés de l'État et des associations. Alors, ce n'est pas une structure, c'est vraiment un rassemblement d'acteurs qui ont signé une charte de fonctionnement en 2015, et on a un budget annuel qui tourne entre 80 000 et 150 000 euros. Donc, slide suivante. Donc, pour reprendre l'objet exact de notre observatoire, donc on est focalisé sur la diversité biologique de la Martinique, qui est une île des Antilles françaises située dans la Caraïbe. Et on va y retrouver aussi bien de la biodiversité terrestre, aquatique, d'eau douce. On travaille sur la biodiversité marine, toute espèce confondue, qu'elle soit commune, rare ou invasive. Nous travaillons également sur la géodiversité et sur les interactions entre la société et la biodiversité. Nous avons 3 missions principales qui sont donc de collecter et de diffuser les connaissances sur la biodiversité de la Martinique, également de suivre l'état de la biodiversité via des indicateurs et d'accompagner les acteurs locaux, les structures publiques, les structures privées dans la prise en compte de la biodiversité dans leur activité. Nous avons plusieurs outils de collecte d'informations, de données. Donc, pour la collecte et la diffusion d'informations, nous avons notre site internet où on va retrouver notamment un centre de ressources donc, qui regroupe plus de 2000 ressources. On va retrouver des rapports, des articles scientifiques, des documents vulgarisés. Donc là, c'est pour la collecte des informations, des rapports, des données qui sont déjà analysées et qui sont déjà formalisées. D'autre part, nous avons une collecte de données, donc qui va être plus de la donnée brute. Et là, nous avons une plateforme Madinati que nous avons lancée en novembre 2022, qui est un réel outil d'aide à la prise de décision. Et nous sommes intégrés dans le standard SINP, donc le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, la plateforme Madinati qui va regrouper de nombreuses données et la plateforme SINP de la Martinique. Donc, slide suivante. Donc là, vous retrouvez une capture d'écran de cette plateforme Madinati. Vous retrouvez donc une cartographie de la Martinique et on va pouvoir d'une part rechercher toutes les informations sur toutes les espèces qui sont présentes sur l'île, que ce soit des espèces terrestres, comme je le disais, aquatiques, d'eau douce, marines. Et en faisant des recherches sur ces espèces, on va pouvoir générer et pouvoir accéder
à des fiches synthétiques pour retrouver des informations sur leur niveau de protection, sur leur vulnérabilité, sur la réglementation. Et d'autre part, on va pouvoir faire une recherche sur les données que nous avons intégrées sur la plateforme. Et là, pour ces données-là, au fur et à mesure, nous intégrons des jeux de données qui nous sont transmis donc par les contributeurs, les membres de l'Observatoire de la biodiversité, mais aussi des structures extérieures ou des personnes ressources. Donc, sur cette deuxième capture d'écran, vous voyez toujours la plateforme SINP de la Martinique, le Madinati. Et là, on a fait donc un exemple de recherche parce qu'il est possible sur cette plateforme à la fois de faire des recherches par espèce, mais aussi par espace. Et par cartographie, on va pouvoir générer exactement la donnée qui est récoltée, qui est saisie. Donc là, pour l'instant, par exemple, sur cet écran, vous avez la recherche qui a été faite sur l'ensemble des jeux de données. Et on retrouve donc 30 000, plus de 30 000 observations sur plus de 1500 taxons. Et donc là, vous le voyez, et ça va être important, on va en parler sur la suite de la présentation, une restitution qui se fait par maille. Là, dans ce cas-là, c'est une maille de 2 km sur 2. Donc, parce que nous prenons notamment en compte la sensibilité des données. Après, dans la structuration de la base, au fur et à mesure, toutes les données qui ne seront pas du tout sensibles seront également présentées à un niveau très précis. On va pouvoir ajuster selon les sensibilités des données. Donc, vous avez vu que l'ensemble des données donc, sont rassemblées, sont récoltées. Et là, notre outil Madinati nous permet à la fois de centraliser, d'embancariser, mais également de restituer à tout un chacun, puisque la plateforme est ouverte en ligne. Et donc, nous, au niveau de cette bancarisation de données, nous avons déjà eu plusieurs demandes d'utilisation. On a déjà eu plusieurs valorisations de ces données. Alors, avant même de lancer la plateforme, hein, puisqu'on était déjà depuis le lancement de l'Observatoire en 2015, on récoltait déjà de nombreux jeux de données. Donc, on avait déjà des utilisations progressives. Donc, ces valorisations ont pu être par le biais d'articles vulgarisés. Nous avons également des bulletins d'information et ces données nous permettent de pouvoir illustrer les connaissances que nous avons recueillies. Nous avons pu aussi élaborer, aider en tout cas à l'élaboration des listes rouges nationales pour le chapitre Martinique. Ces données ont permis de pouvoir travailler sur les préévaluations avant les listes rouges. Après, plus sur les documents de planification, donc au niveau des collectivités locales, ces données servent pour l'élaboration, par exemple, des plans locaux d'urbanisme. Donc, ces documents qui permettent de recenser et de relater l'occupation du sol en Martinique. Également sur les schémas de cohérence territoriaux qui sont faits à l'échelle des communautés d'agglomération de l'île. Plus récemment, nous avons pu aussi utiliser ces données dans le cadre d'Atlas de la biodiversité communale. Et en contrepartie également, il y a un échange. Ces données-là ont pu contribuer à l'élaboration de ces ABC qui est en cours actuellement. Et également, les données qui seront centralisées et les nouveaux inventaires qui ont lieu dans le cadre de ces ABC pourront alimenter la plateforme Madinati. Donc, il y a vraiment une collecte régulière après les différents projets. Alors, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de biodiversité, on va revenir sur la slide précédente pour revenir rapidement donc sur quelques conseils et quelques préalables à la mise en place d'un observatoire. Donc, tout d'abord, vous l'avez vu, nous avons au sein même de l'observatoire de la biodiversité en Martinique 46 structures. Donc, il y a vraiment un gros travail, un gros effort qui est fait sur sur la création, sur l'animation et sur la formation d'un réseau de contributeurs. Ensuite, il est important de suivre un standard de structuration de données pour qu'on puisse avoir une interopérabilité et que tous ces jeux de données soient structurés de la même façon, même si on sait bien que suivant les suivis de biodiversité, on va avoir tout de même des données et des champs qui seront propres à chaque jeu de données. Mais on essaie en tout cas d'avoir un standard commun. Ensuite, l'important, ce sera d'accompagner les contributeurs. Donc, lorsqu'on échange nos données, lorsqu'on récupère des jeux de données, il y a toujours un accompagnement pour expliquer le standard et selon le niveau de compétence du partenaire, on ajuste le travail qu'on peut faire avec lui pour pouvoir avoir des données structurées. Ensuite, avant la centralisation et surtout la restitution des données, il est important de réfléchir à la sensibilité des informations des données. Comme vous l'avez vu sur la plateforme, on a choisi de faire une restitution par maille qui permet aussi donc de pouvoir quand même collecter et diffuser de la donnée sensible mais avec une diffusion haute. Donc, ce qui est pour un peu aussi appuyer sur cet accompagnement des acteurs, il est important dès le démarrage d'un tel projet
de lever, de comprendre en tout cas les différents freins peut-être à la transmission de données et les lever. Donc nous, par exemple, concrètement, dès le début du lancement de l'Observatoire, on a rassemblé les différents partenaires et on a fait des ateliers de travail pour pouvoir comprendre les éventuels freins qu'il pouvait y avoir, et notamment le floutage de données, comme on l'a vu, a été une solution pour les freins à la sensibilité, à la transmission de données sensibles. Donc, slide suivante. Donc, au-delà des informations que nous avons bancarisées, que nous diffusons, il y a un gros travail, comme dans tout observatoire, sur les indicateurs de biodiversité. Donc là, c'est un travail que nous avons mené dès le début, dès le lancement de l'OMB. Et on a travaillé sur des indicateurs d'état, de pression et de réponse en suivant la méthodologie de l'Observatoire national de biodiversité. C'est-à-dire que dès le démarrage, on a créé des ateliers où on essayait en fait de cibler les différentes questions de biodiversité, d'état, de pression, de réponse auxquelles on souhaitait répondre. Et à partir de ces questions, donc le but est d'identifier des indicateurs et des modes, donc des sources pour récupérer la donnée et des modes de calcul. Donc là, aujourd'hui, nous avons ciblé différentes questions et on pourra y répondre, par exemple, en étudiant les tendances évolutives, des espèces rares, des espèces invasives, la répartition d'habitats naturels à enjeu comme la mangrove. Et on s'est aussi posé les questions de comment évoluent les financements alloués à la biodiversité. Donc, c'est d'autres types d'indicateurs qui ne sont pas directement liés au suivi, mais aux actions et aux réponses apportées à ce suivi de biodiversité. Donc, nous, nos perspectives, ça va être dans les prochains mois, dans la prochaine année, d'identifier précisément une trentaine d'indicateurs. Donc là, c'est à partir du retour d'expérience que nous avons eu du réseau d'observatoires régional de biodiversité, qui est animé donc en France par la structure CEREMA. Et donc, avec les retours des autres ORB, voilà, on sait qu'il faut à peu près suivre une trentaine d'indicateurs pour être sûr de pouvoir bien les suivre à une fréquence donnée. Donc, nous, ce sera notre perspective. Et donc, je vais finir par cette dernière slide pour parler de la diffusion des données. Donc, on l'a vu un peu plus tôt. Donc, on a notre site internet qui nous permet déjà de diffuser l'ensemble d'informations, d'actualités. Nous avons différentes cibles pour cette diffusion d'informations. Donc, nous utilisons par exemple nos bulletins d'information que nous diffusons 2 fois par an à l'ensemble des collectivités, au grand public et à nos partenaires pour transmettre les différentes connaissances rassemblées. Nous avons des séminaires thématiques. Également, le dernier, par exemple, en janvier 2024, était sur les espèces exotiques envahissantes. Comme nous l'avons vu avec Monsieur Rocamora, c'est un sujet qui touche beaucoup nos îles et qui est important pour la sauvegarde de la biodiversité. Et pour le grand public et les scolaires, on va être plus sur des outils type poster, des outils de sensibilisation, également des animations directement sur le terrain. Et particulièrement pour les enfants, nous avons développé une mallette pédagogique où on retrouve les connaissances qu'on a rassemblées sous forme de jeux de cartes, de jeux de plateau, où on retrouve uniquement des connaissances de la Martinique. Et pour finir, donc la perspective que l'on a dans la prochaine année, les 2 prochaines années, c'est d'éditer un panorama sur la biodiversité de la Martinique où on retrouvera les connaissances, la valorisation des indicateurs et des chiffres clés que nous pourrons valoriser auprès des acteurs locaux et du grand public. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup, Christelle. C'était très clair et effectivement, on comprend bien la structuration de cet observatoire. Je vais proposer à Gérard de revenir avec nous de manière à pouvoir répondre aux différentes questions que nous avons reçues depuis tout à l'heure. Mais Christelle reste aussi, puisque voilà, tous Oui. les deux, vous allez passer au grill de ces différentes questions. Une première question pour Gérard, où on nous demande si il y a dans le cadre des activités de votre centre, des collaborations avec d'autres observatoires de la faune et de la flore ou d'autres ONG qui, elles aussi, comment dire, capitaliseraient, bancariseraient des données générales sur la faune et la flore des Seychelles. Premier début de question. Et déclinaison de cette question, est-ce qu'il y a aussi des partenariats ou des échanges avec des dynamiques sur des sujets différents comme l'érosion côtière ou comme les problématiques socio-économiques. Voilà. Collaboration et est-ce qu'il y a des liens avec d'autres sujets plus larges que la biodiversité? Oui, alors pour les collaborations, oui, parce que souvent dans une île, par exemple, dans le parc naturel, parc national, pardon, marin de Sainte-Anne, il y a un certain nombre d'îles. Nous, on enlève les rats, on va faire des replantations d'espèces, etc. Mais le parc marin est là, donc on est amené, par exemple, à collaborer sur les tortues marines.
Vous voyez? Et il y a des choses qui vont les intéresser eux aussi, et on va travailler ensemble sur ces aspects-là. Donc oui, ça arrive même très souvent. Euh, et euh, voilà, donc on peut échanger des données, ça nous arrive très très fréquemment, ou de collecter des données ensemble. Alors pour le deuxième aspect, est-ce que on s'occupe d'érosion côtière, etc. Alors pas trop, sauf dans le cadre des tortues marines. Alors nous, pas trop, mais il y a quand même enfin, d'autres ONG avec lesquelles on collabore parce que on a dans nos membres des personnes qui sont à la fois au IBC et dans ces ONG-là et qui vont s'intéresser à ces aspects-là. Alors nous, tout de même, on s'intéresse à l'aspect de l'érosion pour les tortues marines parce que ça présente un grave danger pour les nids. On est obligé donc de faire de la translocation de nids et on est en train de mettre en place ça, par exemple, sur plusieurs îles, en relation avec les gestionnaires de ces îles. Pour l'aspect social, pas trop, mais là aussi, on a des membres qui s'intéressent à ces aspects-là, mais qui sont plutôt vers d'autres ONG, type The Ocean Project ou Sustainability for Seychelles. Donc nous, on n'est pas trop porté sur les aspects sociaux, mais il y en a quand même qui s'en occupent ou qui commencent en tout cas à s'en occuper, notamment pour le changement climatique. Et oui, évidemment, le sujet qui monte comme la mer. Question pour Christelle. On nous demande, après je passerai la parole à Elisa aussi qui a récolté plusieurs questions. On nous demande comment fonctionne la gouvernance de votre observatoire, même si, comme tu le disais, ça reste une structure informelle. Alors, comment marche la gouvernance, les choix stratégiques, qui pilote, qui prend les décisions, qui est le leadership? Et tu nous parlais aussi du fait que il n'avait pas de structure, mais comment justement les gens sont embauchés, comment les gens peuvent être salariés ou travailler spécifiquement là-dessus s'il n'y a pas de structure. Et idem, même question sur le budget. Il y a un budget, voilà, ça passe par quelle caisse? Voilà, gouvernance, budget et structure. Oui. Alors, donc pour la première question, au niveau de la gouvernance, donc nous avons une organisation qui est bien décrite dans la charte de fonctionnement que chaque membre a signée dès le lancement de l'observatoire. Et donc, on va avoir une assemblée des membres qui se réunit une à deux fois par an, où on va avoir les 46 membres qui font partie et on va pouvoir discuter justement des orientations pour le programme d'activité annuel. Donc, s'il y a différentes idées, différents projets, en restant toujours dans le cadre qui a été bien défini dans la charte de fonctionnement. Ça, c'est important pour qu'on puisse toujours rester sur les missions qui ont été définies dès le départ. Et on a également un comité directeur. On va avoir dans ce comité directeur l'animateur, parce que comme je l'ai bien expliqué au démarrage de la présentation, nous avons une assemblée qui est animée par le parc naturel régional de la Martinique. Donc, par exemple, que ce soit moi ou j'ai également une collaboratrice, on est salarié du PNR Martinique. Ça nous permet de faire toute cette animation et faire cette coordination. Et dans le cadre de ce comité directeur, on va avoir à la fois le parc naturel régional, mais aussi les financeurs du projet. Et on va avoir également des personnes, des structures qui sont élues et il y a un renouvellement tous les 2 à 3 ans pour qu'on puisse avoir aussi une représentation d'associations ou d'autres structures. Et au sein de ce comité directeur, on vote par exemple les financements chaque année et on vote également le programme d'activité. Et on regarde s'il y a des propositions à faire à l'Assemblée. Toujours essayer d'innover et d'être toujours dans nos missions. Donc voilà pour la gouvernance. Et donc, comme je le disais, comme il y a des salariés au niveau du parc naturel, ça nous permet d'avoir une continuité, ça c'est important, parce que depuis 2015, il n'y a pas eu d'arrêt sur le projet. On a toujours continué. Et ça nous permet, lorsqu'il y a par exemple des invitations, des événements organisés, il y a toujours donc la signature de nos représentants au niveau du parc qui fait foi. Et pour la partie budget, donc le budget qui le gère, donc c'est le parc naturel, mais on soumet toujours à l'Assemblée des membres, au comité directeur, le programme d'activité pour que ces fonds soient utilisés à bon escient. Merci beaucoup. Christelle et Elisa, si tu as d'autres questions qui arrivent de la boîte à questions, je t'en prie. Oui, alors on a juste une question pour Gérard. Donc il y a quelqu'un qui se demande, quand on éradique les rats ou autres espèces invasives, est-ce qu'on peut retrouver l'écosystème antérieur à l'arrivée de cette espèce invasive?
Voilà. Et du coup, juste, j'enchaîne et aussi une question pour Christelle après. Est-ce que les données de l'Observatoire sont utilisées pour élaborer des policy briefs en vue de plaidoyer auprès des autorités compétentes? Alors, dans mon cas, la réponse est non. Et en fait, c'est la diapositive sur laquelle je suis passé très très vite, ce schéma que j'ai montré, où je ne sais pas si on peut revenir dessus, mais euh, en fait, quand on enlève une espèce invasive, l'écosystème, lui, il a déjà un équilibre. Et alors, ça peut être un équilibre qui n'est pas souhaitable, mais c'est quand même un équilibre. Alors, quand on va enlever cette espèce, il va y avoir, par exemple, d'autres espèces invasives qui elles-mêmes vont se multiplier. Parce que si vous enlevez les rats, ben, vous allez ensuite avoir plus de souris si vous avez des souris, ce genre de choses. Et de la même façon, quand on introduit une nouvelle espèce, eh bien, un oiseau, c'est un prédateur d'insectes, il va consommer des baies, etc. Ça va également modifier les équilibres dans l'écosystème. Donc, on n'est jamais, on revient jamais à l'état euh, antérieur, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de nous rapprocher euh, des états antérieurs, disons. Donc, c'est pour ça que souvent on parle de réhabilitation plutôt que de restauration, qui a une dimension quand même un peu plus forte de retour à l'état initial. Merci Merci. beaucoup, Christelle. Oui, alors sur la question de l'utilisation des données, donc c'est vrai que comme vous l'avez vu, elles sont diffusées sur de nombreux projets. Après, en termes de la question vraiment précise du plaidoyer, donc ça n'a pas été le cas, mais comme vous l'avez vu dans les documents de planification, les collectivités peuvent vraiment s'appuyer sur ces données. Et on a par exemple là de plus en plus sur des projets précis, donc par exemple tout ce qui est études d'impact. Oui, clairement, ces données peuvent être, on a des demandes précises à ce sujet et elles sont diffusées lorsqu'il y a une demande d'un contributeur, d'un partenaire, d'une ou d'une collectivité. On peut avoir ce besoin d'extraire directement la donnée en donnant bien tous les préalables et toutes les préconisations, bien sûr, à leur utilisation. Parce que là, par exemple, nous avons la plateforme qui est ouverte depuis novembre 2022. Donc, on explique bien qu'il n'y a pas d'exhaustivité, que c'est toutes les données pour l'instant qu'on a rassemblées au moment, à un moment T, et que c'est important aussi de rajouter des inventaires en plus et de bien, par exemple, pour certains groupes taxonomiques, de pouvoir inventorier à différentes périodes de l'année. Donc, de prendre cette donnée comme un préalable et après, bien sûr, de la compléter aussi selon les demandes de projet. Merci beaucoup. Une question pour Gérard sur la valorisation économique des données. On sait que c'était un sujet, ça a été évoqué lors d'un webinaire qu'on a eu mardi, mais à nouveau aujourd'hui la question est posée. Lorsque effectivement dans le cadre de missions publiques, d'actions de valorisation, restauration, renaturation, ou en tout cas voilà, et même de suivi des connaissances, il y a de l'accumulation de données. Comment est-ce qu'après on peut valoriser économiquement ces données ou les donner, les mettre à disposition, comme ce sont des données qui ont été financées par de l'argent public, d'autres projets ou d'autres acteurs. Comment ça marche effectivement la propriété de ces données? Alors, c'est quelque chose qui est moins standardisé, moins bien encadré, on va dire, que ce qui se fait en France, par exemple. Euh, alors, tout d'abord, tout dépend euh, euh, dans quel type de programme on se trouve. Si on se trouve dans, parce que bien souvent, ces îles, elles sont privées, ou bien elles sont gérées par des ONG particulières qui parfois possèdent ces îles. Donc, c'est le cas de BirdLife International, qui propriétaire de l'île Cousin, de Island Conservation Society, dont je suis cofondateur. Nous sommes propriétaires de l'île Aride. Et là, évidemment, les données qu'on récolte, ben, c'est chez nous, en partenariat parfois avec d'autres scientifiques ou des gens du IBC et autres, eh bien, euh, elles appartiennent aux deux et il y a des conventions bilatérales qui sont établies. Mais en règle générale, lorsque vous travaillez sur une île et qu'il y a une équipe de biodiversité qui est mise en place, eh bien, vous allez partager les données. Les données vont appartenir à tous les deux, aux deux parties. Quand c'est des cas d'études qui sont financés par de l'argent public parce qu'il a transité par le ministère de l'Environnement, par exemple, par le gouvernement séchellois, donc c'est des fonds du FEFEM, par exemple, de, du FEM, eh bien, là, l'État donc a une copie
hein, ou disons la- le, le, euh, le Project Coordinating Unit, qu'on appelle, de ces projets Jeff, par exemple, eh bien, ils vont avoir une copie de tout cela. Voilà, c'est en gros. Mais comme je vous dis, c'est pas toujours, euh, disons, il y a pas un cadre vraiment général, c'est plus au cas par cas. Il y a des conventions. Merci. Oui, oui, c'est Voilà. important. Effectivement, il faut Il y a être toujours des sûr de bien conventions. encadrer, de manière à bien cadrer qui est propriétaire de quoi en termes de production, enfin du producteur jusqu'au consommateur de la donnée. Justement, par rapport à ça, une question auquel je tente une réponse et je vous laisserai compléter. Et puis après, la dernière question sera à Elisa. On nous pose la question de savoir quelle est la différence entre les données, des informations et des connaissances. Alors, comme pour ceux qui sont intéressés, il y a un MOOC qui est en train de se dérouler qui s'appelle ICO, Cogico, et qui, le deuxième module était dédié justement à la gestion des connaissances. En gros, pour résumer, de la donnée, c'est une production brute, c'est 14, 18 ou 32 degrés. Voilà, ça c'est de la donnée. Et on a un protocole qui produit de la donnée. Et pour faire parler cette donnée, eh ben, il faut une analyse, il faut la réfléchir, et on la transforme en information pour lui faire dire quelque chose en termes d'évolution d'un milieu, en termes d'arrivée d'espèces exotiques, etc. On la fait parler avec de l'analyse, de la donnée, c'est brut, de l'analyse, de la donnée, enfin, de données analysées, ça devient de l'information. Et une fois que tout ça est capitalisé sur le long terme, eh ben, on crée de la connaissance de manière à pouvoir ensuite la capitaliser, la diffuser plus largement. Donc voilà la différence entre données, information, connaissance, avec tout après l'aspect de communication, de manière à transformer ça en fonction du public visé, que ce soit le grand public, le gestionnaire ou un décideur, on transforme ça avec de la communication pour faire passer un message et ensuite que ce soit transformé en action politique ou en action de gestion. Voilà, petite précision sémantique sur ces aspects-là. Elisa, il me semble que tu avais une dernière question sur les aspects régionaux. Oui, exactement. Alors, il y a quelqu'un du coup qui demande, étant donné qu'il existe de nombreuses plateformes qui compilent des données, métadonnées, informations, fiches, est-ce qu'il faudrait pas enrichir et compléter ces bases existantes plutôt que d'en créer des nouvelles? Et aussi, surtout, est-ce qu'il existe des synergies sur ces suivis et gestion des données bancarisées entre les îles des Antilles Caraïbes? Donc ça, du coup, plus pour Christelle, oui. Oui, donc tout à fait, il existe plusieurs et même de nombreux outils, nombreuses plateformes. Donc nous, on crée vraiment le lien avec les autres îles des Antilles françaises, donc notamment la Guadeloupe. Parce que par exemple, l'outil que j'ai montré, Madinati, existe également sur plusieurs territoires d'outre-mer. Donc on en a un sur la Guadeloupe, c'est Carunati, on a un sur la Réunion et un sur Mayotte. Et donc, on fait en sorte d'avoir des échanges vraiment réguliers entre les plateformes. Lorsqu'une plateforme évolue, en plus, c'est vraiment le même système open source derrière qui est utilisé. Donc, lorsqu'une plateforme évolue, ça bénéficie à l'ensemble des plateformes. Et donc, on crée vraiment cette synergie entre les différentes structures qui sont gestionnaires de ces outils. Et également, on crée bien sûr le lien avec, vous l'avez vu, on est dans un standard qui est le SINP, donc le système d'information du patrimoine naturel. Et donc, on a ce lien avec les différentes régions de France, mais également avec le national, pour créer exactement le même standard et le même appui. Donc vraiment, il y a des synergies et on fait ce lien aussi lorsque on utilise de la donnée, lorsqu'on en récolte. Vous avez parlé des outils internationaux comme aussi eBird, GBIF, eNaturalis. Donc là, bien sûr, on crée ce lien et on essaye vraiment aussi de récupérer ces données pour les valoriser dans nos différents outils. J'ai parlé par exemple, dans un cas concret, des atlas de biodiversité communale. Et là aussi, on prend les données locales, on prend les données internationales et on crée vraiment cette synergie. Merci beaucoup. Merci. Un complément sur cette question-là, ça fonctionne entre les îles françaises, puisqu'effectivement, il y a le SINP qui est national et qui permet plus facilement ces échanges. Euh, Au niveau justement international, de coopération régionale avec d'autres pays de la région Caraïbe, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a de l'échange d'expérience? Voilà, comment ça marche? Christelle, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que tu peux reprendre?
Oui, la Oui, question oui, c'était entre les régions françaises. oui. Grâce au SINP, on peut effectivement favoriser ces échanges, ces plateformes, ces passerelles. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que ça fonctionne déjà avec d'autres pays de la région Caraïbe? D'accord, oui, donc sur la région Caraïbe, alors nous, c'est vrai qu'avec le parc naturel régional de la Martinique, on a différents projets, des projets Interreg. On travaille également dans le cadre du bien qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc les volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du nord de la Martinique. Il y a beaucoup d'échanges avec les autres îles qui ont également un bien inscrit au patrimoine mondial. Donc il y a ce réseau. En termes de plateforme, on avait commencé à échanger aussi avec donc une structure qui gère tout ce qui est données et informations pour les îles hollandaises des Caraïbes, donc Sainte-Martins, Aruba, Bonaire, etc., qui ont aussi un outil similaire qu'on retrouve sur Internet. On voit qu'il y a vraiment des actions similaires et des projets qui se ressemblent. Et nous, on souhaite, c'est vrai, c'est vraiment un objectif dans les prochaines années, encore plus se rapprocher des îles voisines pour voir si on peut montrer notre exemple et voir aussi ce qui existe et qu'on puisse avoir des retours d'expérience et des échanges réguliers sur nos plateformes. Merci beaucoup. Je vous libère tous les deux temporairement pour laisser la parole à Gwenaël. Et puis, je vous laisserai revenir à la fin pour la dernière table ronde où vous répondrez à d'autres questions plus générales. Avec Gwenaël, on va partir plutôt sous l'eau. On va aller voir ce qui se passe notamment en Méditerranée, voilà, à travers un exemple aussi très riche et intéressant de retour d'expérience sur de la production d'une plateforme un peu différente, mais voilà, donc très inspirante aussi. Gwenaël, je te laisse la parole. Merci. Donc rebonjour. Aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est donc d'aborder la plateforme de surveillance des eaux côtières et des écosystèmes de Méditerranée, donc qui s'appelle Medtrix. Donc initialement, c'est un outil de travail et d'échange de données entre Andromède et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour faciliter les échanges de données. Et puis, depuis 2013, c'est vraiment devenu un outil de gestion puisque cette plateforme permet un accès gratuit et structuré à des données spatialisées sur des suivis globalement de long terme, puisqu'on a des données qui ont plus de 15 ans et qui concernent des données exclusivement en mer, principalement sur les côtes méditerranéennes françaises, mais on a également quelques zones en Atlantique, en Italie, etc. Aujourd'hui, Metrix est constitué d'une plateforme cartographique, donc plateforme.metrix.fr, et puis d'un site internet vitrine, metrix.fr. Nous avons 4000 utilisateurs de cette plateforme avec une inscription à peu près régulière d'une trentaine de nouvelles demandes par mois. Donc cette plateforme, elle regroupe une quarantaine de projets qui se répartissent dans différentes catégories. Donc, on va avoir des projets qui vont traiter de l'état des eaux côtières, des observatoires, de la cartographie des biocénoses marines, de la gestion côtière, les sciences participatives, les expéditions scientifiques, la restauration écologique, les réseaux de surveillance. Donc, c'est vraiment un large panel de catégories. Donc, selon les catégories, on a plus ou moins de projets, hein. Dans la catégorie sur les réseaux de surveillance, par exemple, on va avoir le plus de projets. Les sciences participatives vont concerner que quelques petits projets. Et pour s'y retrouver plus facilement, on a instauré un système de recherche par mots-clés. Donc, si on tape biodiversité, gorgone, poisson, température ou tous ces mots qui sont en lien avec les petites icônes qu'on peut voir sur la slide en haut, on retrouve tous les projets qui sont affiliés à ces mots-clés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, un projet a des données sur la plateforme et a des données sur le site Internet. Donc, sur la plateforme, on va retrouver une carte dynamique, un résumé du projet et des outils cartographiques. Tandis que sur le site Internet, on va trouver une description plus détaillée du projet, les contacts, les partenaires, la fréquence d'actualisation, toutes les publications scientifiques qui sont en lien avec ce projet et enfin l'ensemble des rapports d'études
Par exemple, si on prend le réseau de surveillance des herbiers de Posidonie en Méditerranée, qui s'appelle Tempo, Méditerranée française, pardon, qui s'appelle Tempo, on va retrouver les rapports d'études qui sont publiés chaque année depuis plus de 13 ans. Parmi ces outils cartographiques, on va retrouver l'édition de cartes au format JPEG, PNG, PDF, etc. On va retrouver des graphiques, des outils statistiques, des cartes de chaleur, des indicateurs, des comparaisons d'indicateurs. Donc, on a beaucoup d'outils. Comme on peut le voir sur la slide d'après, on va les trouver sur la partie gauche de la carte dynamique du projet. Donc là, on a un exemple pour un projet de modélisation des écosystèmes marins par photogrammétrie, avec sur la gauche l'ensemble des outils cartographiques qui sont disponibles pour ce projet. Et donc, la partie centrale, c'est cette carte sur laquelle on retrouve les différentes données spatialisées. La fréquence d'actualisation de ces projets va varier d'un projet à un autre, mais la plupart sont actualisés annuellement, voire plusieurs fois par an. Autour de ces 40 projets, on a une cinquantaine de partenaires qui animent ces projets. Donc, on a un visuel qui montre un peu tous ces partenaires. Donc, c'est des partenaires autant d'organisations publiques que privées. Donc, Metrics, c'est vraiment un outil qui va permettre une mise en relation aussi d'une grande diversité d'acteurs, permettre des collaborations, que ce soit entre les acteurs, les utilisateurs, les décideurs. Et puis, elle permet de mettre en lumière aussi toutes les données complémentaires qui peuvent être acquises au même endroit et donc qui contribuent à s'enrichir les unes les autres et à améliorer la surveillance globale des eaux côtières et des écosystèmes de Méditerranée française et également la gestion. Alors, l'idée de cette petite diapo, c'était de montrer un peu le processus de la récolte jusqu'à la bancarisation des données. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un bureau d'études, typiquement Andromède Océanologie, de la structure dans laquelle je travaille, donc, mais ça peut être également des chercheurs ou d'autres structures, des associations. On va s'occuper de la récolte des données en mer et de leur traitement. Donc, ces données en mer, elles vont concerner, par exemple, des mesures biologiques et chimiques, des mesures acoustiques avec la pose d'hydrophones, l'illustration de paysages, d'espèces, des pressions qui peuvent être relevées, comme des espèces exotiques envahissantes, des macrodéchets, des émissaires. Tout ce qui est mesures physiques avec les données sonars, sondeurs, des données d'ADN environnemental qui permettent des inventaires d'espèces par filtration d'eau de mer. Voilà, donc ces catégories sont pas exhaustives, mais on va s'occuper de récolter la donnée en mer et puis ensuite, cette donnée, on va la transmettre à l'équipe de Metrix. Donc, l'équipe Metrix, elle va s'occuper de la structuration des bases de données. Donc, les données transmises vont toutes suivre une base de données avec le même format qui vont ensuite être intégrés dans un projet SIG. Ce projet va être mis à jour à chaque fois qu'on a de nouvelles données. Donc, par exemple, annuellement, on va mettre à jour ce projet. Et puis, on va faire une phase de co-interprétation de ces données avec le partenaire, celui qui s'est occupé de la récolte et de l'analyse de ces données, pour discuter avec lui de l'interprétation et de ce qu'on propose comme mise à disposition dans Metrix. Une fois que c'est validé, on le diffuse dans Metrix. Et puis, on peut, à partir de là aussi, développer des indicateurs qui peuvent être opérationnels. Toutes ces données peuvent ensuite être consultées par des instances décisionnelles. Je mets ici des exemples avec l'Agence de l'eau RMC ou l'Office français pour la biodiversité. Évidemment, il y a d'autres structures qui peuvent donc ensuite se réapproprier les données, ce qui vont leur permettre, par exemple, d'apprécier l'efficacité de mesures de gestion préalablement mises en place, de répondre à des obligations réglementaires, puisque certains réseaux de surveillance répondent à des directives européennes comme la directive 4 sur l'eau ou la directive stratégie milieu marin, mais également d'optimiser les dépenses publiques en favorisant, par exemple, les interdirectives ou en optimisant les stratégies d'échantillonnage quand on voit que on a plusieurs données qui sont, par exemple, récoltées dans une même masse d'eau côtière. On va pouvoir améliorer cet effort d'échantillonnage. Donc voilà, c'est un petit schéma pour illustrer cette phase de récolte jusqu'à cette bancarisation sur la plateforme Metrix.
Donc là, l'objectif, c'était de présenter sur la slide suivante un exemple de réappropriation des données par des instances décisionnelles concernant la préservation des herbiers de Posidonie, qui sont donc une plante marine endémique de Méditerranée avec des rôles écologiques très importants. Dans le cadre d'un réseau de surveillance qui s'appelle Impact, on réalise un suivi des pressions anthropiques côtières en Méditerranée française. Donc, on modélise 13 pressions anthropiques qui sont considérées en fonction de leur origine et de leur intensité, comme l'urbanisation, le mouillage des petites unités, les aménagements côtiers, etc. Et donc, à partir de ces données, on a pu mettre en évidence la pression de mouillage des grosses unités. Pour cela, on a utilisé les données AIS, donc Automatic Identification System, qui est un outil, une aide à la navigation qui est présent principalement sur les grosses unités. À partir de cette position AIS, on a publié un article montrant comment on peut identifier précisément des polygones d'ancrage et donc la position de l'encre. Et donc, à partir de ces données d'ancrage, on a pu identifier les secteurs où on avait vraiment beaucoup d'ancrage de ces grandes unités. Et en parallèle, on avait un autre réseau de surveillance qui s'appelle Surstat, qui concerne l'analyse surfacique des habitats marins, comme on peut le voir sur la diapo suivante, qui a montré que dans certains secteurs, on avait une régression forte de ces herbiers de Posidonie. Donc là, c'est un exemple dans le golfe Juan sur la commune d'Antibes où on peut voir en rouge ces zones d'herbiers qui sont morts entre 2010 et 2018. Donc on a eu presque 30% de régression en moins de 10 ans sur cette zone géographique. Et donc quand on compile les données de ces deux réseaux, à savoir la cartographie des habitats à la pression de mouillage, eh ben, on peut voir que c'est complètement corrélé. Donc là, c'est les deux slides d'après. On voit donc la position de tous ces petits points AIS qui sont dans l'herbier, qui est donc matérialisé par la couleur verte. Et donc, on a eu donc une coopération entre différents acteurs locaux, donc les bureaux d'études, la préfecture maritime, l'agence de l'eau, le service des douanes, etc., sur la base de ces données quantitatives donc factuelles et qui étaient récentes, issues de ces deux réseaux de surveillance et qui a abouti à la prise en compte à la publication, pardon, d'un arrêté, donc l'arrêté 123/2019, et de cette 17 déclinaisons locales qui ont été établies entre 2020 et 2023. Donc, c'était un petit schéma pour illustrer la chaîne d'action qui aboutit à une diminution historique de l'impact des ancrages et donc à préserver un habitat menacé grâce à cette mise à disposition et à la combinaison de différents réseaux de surveillance. Un autre exemple que je vais pas détailler parce que j'ai pas trop le temps, mais qui est l'atlas de synthèse de la surveillance biologique des eaux de Méditerranée, donc qui est un atlas dans lequel ont été compilées plus de 400 données biologiques récentes avec ces pressions anthropiques. Et donc, on a fait appel à des données qui provenaient de 6 réseaux de surveillance pour établir un nouveau diagnostic de la qualité de chaque masse d'eau côtière. Et à partir de ces différentes données, on a pu donc redimensionner les efforts d'échantillonnage des réseaux de surveillance actuels pour intensifier des efforts de surveillance dans certaines zones géographiques ou au contraire le diminuer dans le but aussi d'optimiser et de diminuer les dépenses publiques. Donc là, on peut passer, voilà, c'était juste pour illustrer ça. Et donc pour terminer, les diapos qui suivent, c'est juste quelques outils pour aussi montrer comment les utilisateurs de cette plateforme, pardon, peuvent se réapproprier les données sur la biodiversité et les écosystèmes grâce à différents outils. On a un outil qui s'appelle Signaler qui permet donc à tout à chacun de positionner son point et de signaler s'il y a une erreur ou une information à prendre en compte. Par exemple, s'il y a une erreur de cartographie des biocénoses, chaque utilisateur peut faire remonter cette information à l'équipe.
On va avoir les flux WMS. Donc ça, c'est chaque utilisateur peut ajouter dans un projet un système d'information géographique, donc sous QGIS, les données WMS du projet qui l'intéresse et accéder ainsi aux images de localisation, des points de surveillance, des cartographies, etc. On a un troisième outil qui est le constructeur de cartes qui permet d'ajouter toutes les données actuellement en ligne sur la plateforme. Si une structure est intéressée pour savoir à l'échelle d'une baie ou d'une masse d'eau ou d'une région, tous les points qui sont existés, tous les réseaux, on peut accéder grâce à cet outil à l'ensemble des positions. Et enfin, on a un autre outil qui est celui des chiffres clés. Slide d'après, s'il vous plaît, et qui met à disposition différents indicateurs. Donc là, par exemple, pour les herbiers de Posidonie, qui montre des différentes catégories d'indicateurs, donc des indicateurs de pression, d'état ou de réponse, comme les surfaces d'herbiers actuelles, les surfaces d'herbiers protégées, la régression, le nombre de stations de surveillance, etc. Et donc, tous ces indicateurs peuvent être filtrés à différentes échelles spatiales. Et donc, on a des graphiques qui permettent de faire des comparaisons spatiales et temporelles. Donc, toute cette plateforme, on valorise les données, on communique dessus par différents outils. Donc, le site internet avec le guide méthodologique, avec des vidéos, des tutoriels vidéo pour chaque outil, avec une petite vidéo, on peut accéder à la description et au fonctionnement de cet outil. Et puis à des publications scientifiques euh, en lien avec chacun de ces projets. Là, il faudrait juste passer un petit peu plus rapidement. Voilà. Donc les vidéos et puis les publications scientifiques. Et enfin, on édite, pardon, 3 fois par an des cahiers de la surveillance qui sont des cahiers qui présentent les dernières actualités et qui présentent des projets qui sont actuels sur la plateforme, donc qui sont envoyés à tous les utilisateurs de Matrix. On a dedans aussi pour certains des bandes dessinées qui permettent aussi de valoriser ces données et de les rendre accessibles à tous. Et dernière diapo pour montrer aussi que, toujours dans une optique de valorisation des données, on réalise des colloques. Donc, on a eu actuellement 4 éditions, la dernière est en décembre l'année dernière, dans le but d'animer le réseau d'échange entre les utilisateurs et de mettre en avant tous les travaux qui utilisent les données Matrix et d'améliorer cette plateforme pour permettre une meilleure compréhension et utilisation et de toutes les dernières, et présenter les dernières actualités et outils de fonctionnement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci beaucoup, Gwenaël. C'était effectivement très clair et on voit l'énorme potentiel et déjà tout ce qui est exploité avec la plateforme Metrix. Plusieurs questions, Elisa en a aussi. Une question qui porte sur l'accès gratuit à ces données. Imaginons qu'un bureau d'études s'approprie des données dans cette base, en fait des cartographies, etc., et les vende. Comment ça marche? Est-ce qu'il doit payer quelque chose à la plateforme ou est-ce qu'effectivement c'est libre d'accès et chacun s'approprie ces données pour éventuellement en faire un profit privé? Alors, c'est libre d'accès. Les données qui sont sur la plateforme, ce ne sont pas les données brutes, c'est des données qui sont traitées, synthétisées avec les partenaires. Euh, pour accéder aux données brutes, il faut voir directement avec le porteur de chaque projet s'il souhaite ou pas les diffuser par contact, par mail. Les données qui sont disponibles sur la plateforme, elles permettent de synthétiser, de donner un accès à tous, avec notamment ces flux WMS qui permettent à tout à chacun d'avoir les données spatialisées dans le logiciel d'information géographique. Ensuite, pour certaines structures, par exemple
des parcs marins ou des réserves marines. On va donner, ce qui est souvent demandé, c'est les données de cartographie des habitats dont ils ont besoin et où l'image ne va pas forcément suffire, mais où on va avoir besoin du shapefile. Donc là, on peut mettre à disposition des conventions qui cadrent l'utilisation de ces données. Euh, et voilà, le but, c'est pas de se réapproprier la donnée, mais c'est de trouver un format qui est utilisable par tous et qui, avec ses flux WMS, permet d'accéder toujours à la dernière version de la couche et de pas erroner voilà, l'information et l'utilisation qu'on en fait. Merci. Elisa, est-ce que tu as des questions de ton côté? J'en ai aussi quelques-unes. Oui, on en a une. Alors du coup, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que la dimension du patrimoine culturel fait aussi l'objet de suivi dans Matrix? Culturel, est-ce qu'on peut Voilà. développer ce qui serait éventuellement attendu par cet utilisateur? Aujourd'hui, c'est surtout des données, on a des données d'esthétisme, d'illustration de paysage, des données de gestion avec des périmètres de, par exemple, de SDAGE, de site Natura 2000 ou autre. Après, au niveau culturel, Ça pourrait être du patrimoine sous-marin, ouais, alors on va avoir les d'épaves, sentiers. des restes, etc. Les sentiers sous-marins, les récifs artificiels, voilà, on peut avoir des données, les épaves et des photographies de de tous ces points, oui. Merci. Une Merci. autre question sur comment s'assurer de la pérennité d'un tel montage, d'une telle plateforme, vu que c'est porté par une structure privée. Donc aujourd'hui, c'est la plateforme, elle est financée au niveau pour la partie animation, notamment, elle est financée par l'Agence de l'eau. Dans tous les dossiers de demande de subvention qu'on peut réaliser ou quand on met en place les réseaux de surveillance, on va inclure dedans une partie valorisation des données et donc intégration des données sur la plateforme Metrix. Donc aujourd'hui, les partenaires nous incluent dans leur dossier de subvention une partie intégration des données sur la plateforme. Après, nous, structures privées, on a aussi une part d'autofinancement et de développement de modules euh, et d'outils qui sont mis à disposition. Par exemple, l'outil de comparaison d'indicateurs qui est disponible sur la plateforme, c'est quelque chose qu'on a développé avec une société externe. Euh, voilà. Merci. Je vais demander à Gérard et à Christelle de revenir avec nous pour une dernière question chacun. Et je vais commencer par cette dernière question pour Gwenaël, puisqu'on est dans la continuité. Qu'est-ce que vous appelez un projet? Est-ce que pour participer et donner, apporter de la donnée à la plateforme Matrix, est-ce qu'il faut forcément être un projet mis en place par Andromède Océano ou financé par l'Agence de l'eau? Non, nous, voilà, comme je listais au départ, tous les partenaires, il y a plein de projets qui sont où Andromède n'intervient pas du tout. Nous, on va s'occuper, enfin, l'œil d'Andromède va s'occuper de cette partie récupération des données et diffusion dans Matrix. Donc, tout le monde peut contribuer, s'il le souhaite, à enrichir cette plateforme. Et donc, on va co-créer le projet avec cette personne, avoir un projet sous QGIS avec les couches qui vont bien, structurer ces données et ensuite les mettre à disposition dans la plateforme. Merci beaucoup. Une question pour Gérard. Vous avez parlé de votre ouvrage sur les espèces exotiques envahissantes des Seychelles qui devrait sortir bientôt. La question, où est-ce qu'on va pouvoir le trouver et sera-t-il Alors, gratuit ou payant? en fait, c'est un ouvrage qui existe déjà. Il est sorti il y a 9 ans déjà, et publié par le Muséum d'histoire naturelle de Paris et par Biotope. Ça s'appelle Invasive Alien Species in Seychelles. Voilà, voici un exemplaire. Donc, c'est un bouquin qui fait 384 pages. Euh,
pour le moment, on pouvait l'acheter au muséum ou aux Seychelles, à l'université ou dans des librairies ici. À La Réunion, je pense aussi, puisque Biotope est à La Réunion. Mais à partir, alors, le chapitre 2 et le chapitre 6 sont déjà disponibles. J'enverrai le chapitre 2. Le 6, je l'ai déjà envoyé, donc je l'ai déjà envoyé au projet RECOS. On pourrait déjà passer ça à tout le monde, ceux qui sont intéressés. Pour la totalité du livre, ça va bientôt venir. Et là, on est en train de négocier avec le CEPF pour qu'il nous donne un petit quelque chose pour qu'on laisse la liberté à tout le monde de récupérer ça en version électronique. Voilà. Et le prix est de 35 euros. Pour, Merci. et- Merci beaucoup. Alors, la toute dernière question sur un sujet de collaboration et puis effectivement qui intéresse tous les créateurs d'observatoires. Christelle, tu as parlé de la plateforme en elle-même et une application gratuite ou effectivement de libre de droit. Comment ça marche? Est-ce que demain, si on veut développer un observatoire avec la même ambition que le vôtre, où est-ce qu'on trouve cette coquille vide, entre guillemets, pour pouvoir la remplir et la rendre intelligente, première chose, et ensuite, est-ce que on peut imaginer à l'avenir des échanges et des retours d'expérience entre la région Caraïbe et l'océan Indien, où les approches insulaires peuvent être aussi utiles d'un côté et de l'autre de l'Afrique. Oui, donc dans les outils, il existe en effet plusieurs outils open source. Il existe aussi des payants. On a plutôt basé en tant qu'organisme public vers un système open source. Et donc c'est le même système qu'on utilise et là il y a déjà un lien entre la Caraïbe et l'océan Indien, puisqu'on l'utilise à la Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte. Et c'est le système open source qui fonctionne directement avec QGIS, qui est le système en fait naturalise et le LISMAP. En fait, c'est un LISMAP qui a été donc simplement une extension gratuite qu'on peut télécharger sur QGIS et ensuite qui a été redéveloppé sur Naturalis, qui est aussi disponible et qu'on a après ajusté pour chacun des territoires. Donc c'est possible en effet d'utiliser ces systèmes open source pour développer un observatoire d'envergure. Il en existe aussi d'autres, donc là c'est vraiment à regarder selon vos territoires, mais il en existe vraiment un panel hein. En open source, c'est vraiment possible de développer ce type d'outils. Et après, bah, sur les futures collaborations avec les autres îles, moi j'ai été en même temps très intéressée par l'intervention de Monsieur Rocamora. Donc c'est vrai on a des liens avec la Réunion, mais avec les Seychelles, ce serait très intéressant. Je sais que je l'ai pas évoqué, parce que c'était pas le sujet spécifique aujourd'hui pour le territoire martiniquais. Mais au niveau du PNR Martinique, on a énormément de suivi de biodiversité et beaucoup d'actions d'éradication et de contrôle de prédateurs avec une brigade même qui est spécialisée sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc, ces sujets-là nous intéressent particulièrement aussi. Oui, j'ai vu ça et vous avez même un webinaire prochainement. Je me suis inscrit pour, Oui, on aura des ouais, interventions de plusieurs membres de l'Observatoire de la biodiversité. Ouais. voilà. Surtout, il y a une rédaction en cours, donc ça m'intéresse. En effet, Euh, j'en profite pour dire je vois une question ouverte de Monsieur Cyril Michaud et qui posait la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec les espèces, notamment les populations autochtones euh, animales, euh, une fois qu'on enlève les prédateurs introduits. Et dont la réponse est simple, la plupart du temps ça augmente, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer à travers les différentes diapositives, oiseaux marins, oiseaux terrestres, lézards, etc. Mais dans quelques cas, ça peut diminuer, parce que par ricochet, et notamment sur les petits invertébrés, on a pu montrer qu'il y avait une diminution des petits invertébrés. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, quand on enlève les rats, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de lézards, il y a plus de gros invertébrés, et tout cela mange les petits invertébrés. Donc, c'est l'explication possible, en tout cas, qu'on a pu y trouver, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Christelle. Un dernier mot de la part de Gwenaël avant de clôturer ce webinaire. Christelle, si tu as le lien ou de quoi faire la pub de votre futur webinaire, s'il est ouvert au monde, tu nous le fais passer. On le diffusera aux participants du webinaire d'aujourd'hui. Oui, on est participants. C'est l'initiative des Outre-mer, espèces exotiques envahissantes, qui organise. Mais oui, j'ai le lien. Si vous souhaitez, je le ferai passer. Merci beaucoup. Gwenaël.
Oui, j'avais juste écrit dans le chat, c'était pour rebondir sur le fait que je ne l'ai pas mentionné, mais Matrix fonctionne aussi avec le plugin dont parlait Christelle, donc le plugin LizMap qui est compatible avec QGIS. Voilà, c'était juste pour petite remarque technique qui est très pratique. Et ben Voilà, voilà, merci. c'était aussi l'objectif de ces échanges aujourd'hui, c'est de se donner des tips, voilà, des conseils et des retours d'expérience. Merci à tous les trois pour vos interventions et la richesse voilà, des échanges. Merci donc à tous et aux participants d'avoir posé aussi ces questions. Dernier épisode la semaine prochaine, le 27 juin. On vous communiquera les horaires, tout ce qu'il faut, avec le focus spécifique sur les enjeux et les dynamiques socio-économiques. Merci encore, ravi de ce partenariat avec le projet RECOS et nos amis de la Commission de l'océan Indien. À très bientôt, à la semaine prochaine pour ceux qui continuent à suivre. C'est le dernier épisode de cette série. Gwenelle, Christelle, Gérard, merci encore. Merci Merci. à tous, merci à vous. Merci à tous.